En manchette ce soir, réduction des stages payés en soins infirmiers. Le CIS régional, une fois de plus contraint de réduire ses dépenses. Avant de faire une telle annonce, puis justement démobiliser, décourager des futures infirmières, il aurait fallu avoir une concertation. La sécurité sur les chantiers mise en cause après la mort d'un travailleur. Les angles morts de l'équipement, avec la topographie du terrain qui ont accentué ces angles morts-là, ont fait en sorte que l'opérateur de la chargeuse n'a pas vu le représentant des travailleurs au moment de redescendre la côte. D'autres délais avant l'ouverture du pont couvert à Saint-Dominique-du-Rosaire. Et contradictions dans les discours des deux députés bloquistes de la région. Bon début de soirée, Kémilia Laliberté qui vous accompagne. Bienvenue au TVA 18h. Les compressions s'enchaînent dans le domaine de la santé et cette fois-ci, elles touchent les futures infirmières de la région qui voient leur chance d'obtenir un stage rémunéré diminuer. Les explications d'Olivier Morin. Le programme de stage rémunéré en soins infirmiers du CISAT verra son nombre de places réduit pour la prochaine période estivale. L'organisation mentionne dans une lettre destinée à son personnel que la sélection des candidates se fera d'une manière équitable et en fonction de l'ancienneté. On a fait le choix de s'en tenir à notre budget actuellement à cause du contexte. La FIC CISAT dénonce un manque de communication dans cette décision alors que le domaine a un besoin criant de main-d'œuvre. Que dans ce genre de dossier-là, avant de faire une telle annonce, puis justement démobiliser, décourager des futures infirmières, il aurait fallu avoir une concertation. Puis est-ce qu'on aurait pu trouver une solution justement pour intégrer 100% d'entre elles? On sait qu'il manque encore plus de 250 infirmières en région. Donc, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas le luxe de perdre une seule future infirmière. Il faut toujours réfléchir avant de prendre une telle décision. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les colonnes de chiffres sont plus importantes dans le ici et maintenant que d'une vision long terme. C'est une formule qui est formatée par l'Ordre des infirmières. Donc, après ça, c'est difficile d'imaginer comment on aurait pu faire autrement, autre que de restreindre l'accès parce qu'on a fait le choix de s'en tenir à notre budget. Pour le président de la FIC CISAT, Jean-Sébastien Blais, cette mesure restrictive pourrait faire mal au maintien de futures infirmières dans la région. Principale crainte face à cette annonce-là, c'est que, par exemple, une externe qui ne sera pas choisie et qui ne pourra pas faire son stage rémunéré déciderait d'aller travailler chez un autre employeur, déciderait peut-être d'aller dans les Laurentides, d'aller dans la grande région de Montréal pour pouvoir aller faire cet externe-là, ou même peut-être qu'elle va décider à la fin de son cours, étant donné que vous ne m'avez pas choisi pour faire le stage, mais je ne veux plus rester en Abitibi-Témiscamingue. Pour les étudiantes qui ne seront pas retenues, elles pourront poursuivre leur emploi comme préposées aux bénéficiaires. Oui, on leur offre un emploi, on leur dit vous pouvez travailler comme préposé aux bénéficiaires, mais il faut comprendre que c'est pas de l'expérience comme future infirmière qu'elles vont acquérir en faisant ça. Sur la cinquantaine de candidats admissibles au programme de stage, seulement 20 seront retenus pour en faire partie. Les autres devront se rabattre sur d'autres options. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On va maintenant parler d'un accident qui a causé la mort d'un représentant de chez Hardy Concassage Inc. en juin dernier à Chisasibi. L'enquête de la CNESST vient d'être rendue publique. Et Félix, c'est la sécurité du chantier qui est mise en cause. Oui, bon, d'abord, on rappelle que l'accident s'était produit lorsque le travailleur s'était fait happer par une chargeuse alors que celui-ci circulait à pied sur son milieu de travail, comme vous allez le voir dans la simulation à l'écran. Et le décès de la personne s'était fait constater sur les lieux. Donc, deux causes ont été dessinées dans ce rapport, Kémilia. Bon, d'abord, la personne à bord de la chargeuse n'avait pas vu le travailleur, notamment à cause d'angles morts à bord de l'engin. Et deuxièmement, il n'y avait pas de plan de travail qui avait été organisé pour une coactivité entre les personnes qui circulaient à pied et les équipements lourds. On peut écouter l'inspectrice de la CNESST, oui, Isabelle Ducharme. Bien, en fait, c'est sûr, lors de l'enquête, on a demandé des mesures correctives qui ont été faites immédiatement. Donc, ils ont effectué des changements dans le milieu de travail. Donc, ils ont séparé la coactivité. Ils ont vraiment fait des sites différents pour les travailleurs et les équipements lourds. Bien, l'objectif, c'est que les employeurs trouvent leur solution pour justement éviter ce genre d'événement. Donc, c'est une des premières solutions, c'est de séparer la coactivité. Mais il y a d'autres solutions possibles, mais ça leur appartient à ce moment-là de trouver des solutions. Et Félix, est-ce que l'entreprise a été blâmée?
Bien, ce que la CNESST dit, c'est qu'elle n'est pas là pour donner d'amende, mais l'entreprise s'est montrée coopérative et que, ultimement, le rapport a été produit pour que ce genre d'accident-là ne se reproduise pas. Ouais. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNESST, les enquêtes visent vraiment ne cherchent pas à identifier un coupable. C'est vraiment d'identifier les causes des accidents et les mesures de prévention à mettre en place pour éviter qu'un accident semblable ne se reproduise. Il va y avoir le suivi. Le rapport d'enquête va être transmis aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires des mutuelles de prévention qui sont concernés, puis qu'eux vont en informer leurs membres concernés. En terminant, Kémilia, la CNESST a fait savoir que le rapport est public, donc tous peuvent y accéder via leur site Web. Merci, Félix. Je vous en prie. Maintenant, à Saint-Dominique-du-Rosaire, le pont couvert nécessitera encore quelques mois de travaux, même s'il a été restauré depuis l'an dernier. Alexis Dumont nous explique la situation. La fin des travaux du pont Alphonse-Normandin à Saint-Dominique-du-Rosaire devra encore attendre quelques semaines. On parle de 15 semaines de travaux supplémentaires, ce qui inclut aussi le démantèlement du pont temporaire là, qui avait été aménagé pour permettre aux résidents de l'autre côté du pont de pouvoir circuler. Initialement prévu pour une conclusion en fin 2023, des délais supplémentaires ont dû être nécessaires afin de restructurer certains éléments dans le programme des travaux. Il a fallu mener des études complémentaires. Le pont a dû être rehaussé. Initialement, ce qui était prévu, c'était de le rehausser de 0,6 mètres. Mais en cours de travaux, le ministère a dû procéder à un rehaussement supérieur, c'est-à-dire de 1,3 mètres de plus, ce qui porte le rehaussement total à 1,9 mètres. Évidemment, ça implique que les approches devaient aussi être rehaussées. Rappelons qu'il s'agit d'un pont patrimonial anciennement connu pour faire la liaison permettant de transporter des cargaisons de bois. C'est un pont qui est patrimoine, fait que c'était pour... dans le temps, on sortait le bois par ce secteur-là, puis le pont, il a servi pour ça aussi, tout ça. Maintenant, il y a juste une famille qui reste l'autre bord de ce pont-là, mais c'est un pont, c'est le premier qu'on a eu ici, à Saint-Dominique. L'entièreté des travaux, dont les coûts sont toujours inconnus pour le moment, est entièrement financée par le ministère des Transports. Les travaux nécessités pour rehausser les approches, c'est des investissements qui n'étaient pas prévus au départ, en tout cas pas pour l'importance du rehaussement des approches qui est maintenant nécessaire. Les travaux devraient prendre approximativement 15 semaines, mais le MTQ ne sait toujours pas la date de la réouverture du pont. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Saint-Dominique-du-Rosaire. Sur la scène judiciaire, c'était le 9e jour des témoignages au procès de James Testa. Cet après-midi, l'une des témoins s'est retirée à peine quelques minutes après son assermentation. Selon l'avocate de la Couronne, maître Andréane Gagnon, l'état de la témoin ne permettait pas de poursuivre son témoignage et sa présence de demain est déjà écartée. Et plus tôt, cet avant-midi, une autre témoin dans cette affaire a décrit plus amplement l'ambiance qui régnait dans la maison en décrivant des événements malheureux qu'elle y a vécus. En santé, on revient sur la réorganisation au CLSC à Sainte-Terre. Le CISAT a annoncé aujourd'hui que les services offerts pour la petite enfance seront également modifiés, mais a tout de même tenu à préciser le maintien de certains services, notamment le programme Services intégrés en périnatalité et petite enfance, le suivi de poids et birulibine aussi dans les jours suivant la naissance, en rappelant que la vaccination pour les bébés 18 mois et moins sera dorénavant offerte au CLSC de Val-d'Or par une infirmière en petite enfance. On poursuit le bulletin en politique. Je vous propose d'écouter un extrait d'une réaction du député fédéral Sébastien Lemire de début février au sujet du regain d'intérêt pour le projet GNL Québec. Le contexte d'incertitude qu'amène Donald Trump amène à toutes sortes de propositions. Puis souvent un peu du n'importe quoi. Ramener GNL, ce projet-là n'avait pas d'acceptabilité sociale, n'en aura pas encore plus. Évidemment, une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut y voir des avantages. Nous, le projet de gazoduc qui crée une énorme cicatrice sur notre territoire nous donne aucun avantage, pratiquement même pas aucun job au niveau de la construction. Donc, vous venez de l'entendre, Sébastien Lemire affirmait catégoriquement le 7 février dernier à notre antenne que des projets comme GNL Québec n'ont plus leur place dans des régions comme la nôtre. Un discours qui contraste avec celui de Sylvie Bérubé, qui revient aujourd'hui d'un caucus avec le Bloc québécois qui se tenait hier à Victoriaville.
C'était pour tracer les grandes lignes et pour faire face à la crise qui oppose le pays aux Américains. Voici l'entrevue d'Anthony Dallaire. C'est pas un peu contradictoire d'avoir un Québec fort avec un bloc québécois dans un Canada uni avec d'autres partis? On serait pas mieux justement de miser sur un parti qui peut prendre le pouvoir, là? Vous savez, le Parti libéral actuel, même si M. Trudeau démissionne, il reste que l'ADN du Parti libéral, c'est l'ADN du Parti libéral. McCartney, c'est bien sûr, c'est bien du Parti libéral. Il y a des Trudeau aussi auparavant. Il était en arrière-scène. Faut pas oublier ça. Tandis que les conservateurs, ben, on veut pas, c'est non sur tout. Donc, c'est bien important que nous, le Bloc, on demeure là pour défendre les intérêts du Québec. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des réponses tangibles face aux tarifs douaniers américains qui vont s'en venir, au niveau des liquidités qu'on va avoir. Puis la seule façon, c'est de voter pour le Bloc québécois parce que nous, on est là pour notre monde, pour les régions et pour défendre nos intérêts québécois. Elle se compose de quoi, là, cette réponse tangible? Bon. Quand j'ai des réponses tangibles, ce que je veux dire, c'est que vous savez, le président américain, il aime beaucoup avoir le pouvoir. Donc, il ne faut pas tout dire nos intentions qu'on va faire. Donc, ce qui est important, c'est d'attendre ce qu'il veut, lui, faire par rapport aux tarifs douaniers et après ça, on va réagir. Donc, il ne faut pas dévoiler notre jeu entièrement parce qu'il va profiter de la situation comme il fait toujours. Mais sans dévoiler notre jeu complètement, je lis dans votre communiqué de presse qu'on veut favoriser la transformation ici de nos propres ressources naturelles. Quand j'entends ça, j'entends transformation de pétrole, transformation de gaz naturel, GNL Québec. Est-ce que c'est des projets comme ça que vous mettez de l'avant? Oui, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans nos régions et ailleurs au Québec, on a une capacité au niveau du Québec. Vous savez, il y a le bois d'œuvre, l'aluminium, il y a des intérêts partout. Le secteur industriel aussi, donc on peut le développer. C'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc, comme je dis, quand on est au fédéral, il ne faut pas oublier que Québec fait partie quand même du Canada actuellement. Et dans l'avenir, si jamais il y a un parti majoritaire qui arrive, peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y ait des députés du Bloc partout au Québec pour défendre nos intérêts. Donc, vous seriez prête à appuyer un projet comme GNL Québec, juste pour que je comprenne bien, là, dans le sens que on doit transformer ici nos matières, nos ressources naturelles, donc on serait prête à ouvrir la porte, du moins à des discussions comme pour des projets comme GNL Québec qui ont été tassés de la main là, par l'opinion populaire? Eh bien, c'est sûr qu'on va travailler actuellement. On fait partie du Canada, on va travailler ensemble. Donc, c'est bien sûr qu'on est là. Comme je vous dis, on est là quand même pour travailler ensemble. C'est de cette façon-là qu'on va réussir. Et dans les prochaines élections, afin de défendre les intérêts du Québec, il faut qu'il y ait des élus du Bloc québécois qui y soient. Et à ce moment-là, on va travailler ensemble avec le gouvernement canadien. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. L'hiver n'a pas dit son dernier mot, Justine. Ah non, Kémélia, malgré les températures plus chaudes qu'on a eues cette semaine, les sentiers demeurent super beaux et les conditions sont vraiment excellentes pour faire de belles randonnées en motoneige. En fin de semaine, il va peut-être faire un petit peu froid, mais bien habillé, on peut vraiment avoir du plaisir. Par contre, faites attention pour le chemin qui traverse le lac Mourier et la rivière Claire à Malartic. La carte fait mention que les conditions sont pas très bonnes, mais tout de même acceptables. Et pour le sentier reliant la route 397 à la route 113 à Val-d'Or, ralentissez et pourrait avoir des travaux à proximité de la route de motoneige. Alors, avant de prévoir vos déplacements, n'hésitez pas à consulter la carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La programmation du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue se construit de plus en plus. Après la pause, je vous parle de l'artiste qui va faire le spectacle de clôture. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA.
Coiffure Marie-Soleil est un nouveau salon de coiffure ayant pignon sur rue à Témiscamingue. Marie-Soleil Durand offre une gamme complète de services et des disponibilités de jour et en soirée. Elle se démarque dans les mèches, la pose d'extension cousue et kératine, ainsi que pour son soin botox capillaire. Elle se déplace en résidence pour les aînés et sur tout le territoire pour les mariages, balles et autres événements. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, on a appris aujourd'hui qu'une étoile montante du country fera le spectacle de clôture du Festival des guitares du monde cette année. Kémilia, il s'agit d'Owen Riegling, la prochaine star du country, qui va fermer cette 21e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue à seulement 26 ans. Il a un parcours impressionnant. Il est lauréat des prix Découverte de l'année et aussi du prix auteur-compositeur de l'année au Canadian Country Music Awards 2024. Il a aussi une tournée pan-canadienne à guichet fermé. C'est vraiment la prochaine star du New Country à surveiller. J'ai vu comme beaucoup de personnes que le country, c'était en pleine émergence depuis les dernières années et qu'on s'est dit que, étant donné qu'on veut plaire à tous les publics, en fait, là, au Festival du monde, des guitares du monde, c'est pour tout le monde. Donc, on s'est dit qu'on allait embarquer dans la vague puis aller chercher un artiste country qui vient de l'Ontario, donc voisin de chez nous. Cette année, j'aurais tendance à dire que vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est comme notre petite accroche là, de cette année. On a vraiment essayé d'aller chercher des intérêts de plein de personnes. Là, on n'est pas nécessairement juste dans la musique nichée, on est dans le plus populaire comme on voit avec nos spectacles de clôture et d'ouverture, en fait. Fait qu'on a encore des belles surprises qui s'en viennent pour vous. Et Justine, on connaît aussi le spectacle d'ouverture qui risque de rassembler beaucoup de gens. Oui, il y a quelques semaines, le FGMAT a annoncé que ce serait Vincent Vallière et Patrice Michaud qui vont ouvrir le festival avec une forme 100% carte blanche. Alors, ça va être un spectacle exclusif. Désolée, mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Le froid affecte lâche pas Justine. Ma bouche un petit peu. Mais effectivement, ça va être un spectacle exclusif à ne pas manquer. Ce que ça va donner, on le sait pas encore parce que ça va être une surprise pour nous aussi. On est aussi excités que les spectateurs qui vont pouvoir assister là, à ce spectacle-là parce que vraiment, ils travaillent sur un projet ensemble, les deux. C'est vraiment très collaboratif. Ça sera pas comme un artiste fait ses chansons, après ça, c'est l'autre. Ça va vraiment être très organique et fusionnel. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, c'est vraiment, les astres se sont alignés là, pour nous permettre d'avoir ce spectacle-là. On était en discussion là, avec les artistes, puis ils ont mentionné comme quoi qu'ils aimeraient ça, faire peut-être quelque chose ensemble. La formule avait bien fonctionné avec Richard Séguin l'année dernière, la formule carte blanche un peu. Dans le fond, c'est qu'on veut permettre aux artistes de venir s'amuser au festival. On veut qu'il y ait du fun, parce que quand ils ont du fun, bien, on le ressent. Le lancement de la programmation complète du Festival des guitares du monde aura lieu le 25 mars prochain. C'est à ne pas manquer. Je termine en vous disant que la finale locale de secondaire en spectacle d'Abitibi-Ouest a lieu ce soir à 19h à la Paulino de la Sarre. Secondaire en spectacle rassemble 5000 spectateurs à chaque année en Abitibi-Témiscamingue. Alors, n'hésitez pas ce soir à aller encourager les jeunes. C'est vraiment important qu'il y ait des beaux spectateurs dans la salle. Oui, merci Justine. C'est tellement important, comme tu le dis, d'encourager la relève artistique de notre région. À plus tard pour encore plus de grand froid à la météo. Reste avec nous, ne lâche pas. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest, partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Surveillez-vous les programmations des festivals de la région? » Vous avez répondu non à 59 %. Les Foreurs de Val-d'Or sont de retour sur la route pour 2 matchs à l'étranger. L'équipe tente toujours de se tailler une place pour les séries éliminatoires. On en discute après la pause dans le segment sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
Au hockey, après une brève escale à domicile, les Foreurs sont de retour sur la route pour une série de 2 matchs à l'étranger. Le premier arrêt est ce soir. Ils croiseront le fer contre les Cataractes de Shawinigan au centre Gervais-Auto. Donc, les hommes de Maxime Desruisseaux tenteront d'ailleurs d'enfiler un troisième avec au moins un point. Un troisième match, oui, avec au moins un point. Et on rappelle aussi que les Foreurs n'ont toujours pas confirmé leur place en série. Mais pour l'instant, ils sont assez confortables au 13e rang du classement général du circuit. Et l'Intrépide de Gatineau a arraché une victoire face aux Forestiers au compte de 5-1 hier soir. Elliott Duval a été le seul marqueur des Amossois sur 36 lancés vers le filet adverse. La troupe de Jean-Daniel Charron rentre donc à la maison pour recevoir à son tour l'Intrépide vendredi soir, avec l'intention de provoquer un match ultime samedi dans cette série de 2-3. Seul le gagnant de cette série avancera en demi-finale pour affronter le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Et le perdant, lui, sera relégué au premier tournoi de repêchage. Nouvelle défaite pour les Gaillards qui représentent le Québec au championnat canadien de curling. Ils se sont inclinés 7-3 face aux Mohawk Mountaineers ce matin. L'équipe avait d'ailleurs échappé son match hier 8-3 face à l'Institut de technologie du Sud de l'Alberta. Donc, en 6 parties jouées, ils ont pour l'instant 2 victoires et 4 défaites. Et justement, ils sont de nouveau en action ce soir dans quelques minutes à compter de 18h30. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on le voit bien, là, il y a un avertissement météo en ce moment partout en région. Oui, Kémilia, ça a l'air de s'être un petit peu calmé comparé à tout à l'heure, mais la neige peut être forte par endroits et vraiment réduire la visibilité. C'est partout en région, là, on a de la neige forte qui va tomber tôt ce soir, une accumulation d'environ 2 cm. Et du côté de la température, pour l'Abitibi, le mercure va descendre ce soir-là. Et il a déjà descendu comparé à aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Du côté de l'Abitibi, on aura un minimum de moins 25 au courant de la nuit avec un refroidissement éolien de moins 34. Et pour le Témiscamingue, un minimum de moins 20 et un refroidissement éolien de moins 28 au cours de la nuit. Demain, il risque de faire très froid. On fait attention aux engelures sur l'ensemble du territoire. Ce sera généralement ensoleillé avec de la neige intermittente en après-midi et un maximum de moins 14. Mais c'est le refroidissement éolien qui va faire mal avec un moins 35 demain matin et un moins 20 dans l'après-midi. Et en aperçu pour samedi, en Abitibi, on aura de la neige intermittente avec un maximum de moins 16. Et au Témiscamingue, ce sera dégagé, pas de neige avec un maximum de moins 15 et risque de faire très froid dans les prochains jours. On s'habille chaudement, là, c'est obligatoire, tuque, mitaine, foulard, pas le choix. C'est bien noté. Merci, Justine. Je vous souhaite pour ma part un excellent jeudi soir. Comme l'a dit Justine, soyez très prudents sur les routes. Ça risque d'être assez glissant. À demain.